Bonjour Madison, bonjour Emmanuel et bonjour aux autres qui sont cachés derrière l'écran. Salut Maureen, Francine, Françoise, Michel. Bonjour tout le monde. C'est l'heure d'histoire, l'heure de faire de l'histoire. Apocalypse Now. J'espère que vous n'êtes pas trop emmêlés dans ce que je vous raconte. Vous prenez des notes ou vous regardez une autre fois. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, le monde médiéval. Donc je fais un grand saut entre on va dire, l'époque du Christ et de César et de la construction, puisque j'en parle beaucoup aussi dans les bouquins. Le lien Jules César, Jésus-Christ, je vous renvoie à une vidéo un peu plus longue sur leur parenté, sur le père biologique. Et donc, voilà, tout ça, bonjour Muriel. Je prends des notes, c'est bien, Francine, il faut prendre des notes. Il y a plein de choses à noter, mais en même temps, ça sera dans les bouquins. Si ça n'y est pas déjà, ça y sera dans le suivant. Qui sera question de Zara et du Graal, bien entendu. Parce que le Graal, du coup, on y arrive plus ou moins à ce fantasme et à ce mythe du monde médiéval, qui a perduré, évidemment, pendant quelques siècles ensuite. Tiens donc, salut Michel. On fait un grand saut parce que même si Clovis, il y aurait des choses à dire avec les Visigoths et compagnie, même s'il y a des choses à dire même avant, sur la guerre des Gaules, donc je vous ai dit que c'était pas pendant César, c'était une guerre interceltique. Clovis, bon, il y a des choses à dire éventuellement par rapport à Clotilde, sa femme, par rapport à Saint Côme, par rapport à aussi, comment il s'appelle, Saint-Martin de Tours, qui est hyper important. Mais voilà, je fais un grand saut parce que c'est pas forcément, ça n'occuperait pas forcément une grande place dans ce qu'il y a à dire, et il n'y a pas forcément de gros mensonges autour de ça. Si ce n'est la conversion de Clovis, évidemment, et puis le fait que lui aussi savait où était Arcadie, et c'est en allant visiter Arcadie qu'il a eu cette vision et qu'il a eu envie de se faire baptiser. Et encore, c'est ce que l'Église raconte, puisque les païens, c'était le mieux qu'ils pouvaient se faire, en théorie. Clovis, Charlemagne, on en sait relativement beaucoup parce que il n'était pas forcément très impliqué français au niveau français, puisque bon, il y a comme un lien fort avec l'Allemagne, avec Aix-la-Chapelle. Et puis Charlemagne, sa vie, elle a l'air d'être un peu plus transcrite. Et je vous conseille le documentaire qui est coupé en 3, parce qu'il y a 3 fois 3 heures de Charlemagne sur Arte ou sur France 5. Donc ça aussi, je le passe. Hein, les Carolingiens, les Mérovingiens, bon, à part la loi salique, peut-être qu'il serait intéressant de voir. Je passe aussi, encore avant Arthur, le petit-fils du Christ, parce qu'Arthur, il y a une vidéo spécifique où vous apprendrez tout sur Arthur, tout. Pour la légende, le mythe, tout ça, ça descend. Hein, c'est le petit-fils du Christ, ça n'a rien à voir avec un soldat romain, ni avec autre chose, même si le nom Arthur a pu être évidemment réemployé. Mais le mythe, la légende Arthur, c'est le petit-fils du Christ né à Tréorintuc, en forêt de Brocéliande. Et vous avez tout concernant Arthur dans la vidéo Arthur. Et vous avez quelque chose qui s'y rattache, qui est le décryptage de l'énigme de Carreau, la pierre de Carreau à Plougastel, hein, dont les résultats devraient être fin novembre, début décembre. Ça ne sera peut-être pas conforme à ce qu'on attend, parce qu'on a envoyé évidemment des conclusions. Pas pour l'argent, mais parce que ça nous a permis de comprendre justement la légende d'Arthur et le parcours gaélique. Vous n'êtes pas sans avoir constaté qu'en ce moment, ils trouvaient des endroits où il y avait des mégalithes enfouis en Auvergne. Et il y en a partout ailleurs à 10 mètres de profondeur. Hein. Il y a 10 000 ans, donc 10 mètres. Donc je passe tout ça parce qu'il y a déjà des trucs assez costauds. Mais par contre, je reviens donc au monde médiéval que je fais démarrer pour cette histoire-là tout de suite ce matin, que je fais démarrer à Robert le Magnifique. Robert le Magnifique, c'est fin 10e, plutôt début 11e. Mille et des Berouettes. Robert le Magnifique, c'est le père ou le grand-père de Guillaume le Conquérant. Tiens, Anissa, bonjour, j'attendais ton coup de fil hier.
Guillaume le Conquérant, avant lui, il y a Robert le Magnifique, qui est en famille avec, il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère qui est du côté de la Russie. Et ça a son importance parce que, justement, l'Arche d'Alliance, en fait, les secrets, il y a pas mal de secrets qui se trouvent du côté donc de Constantinople. Et Constantinople, et notamment de l'église Sainte-Sophie. Sainte-Sophie. Hein. Et donc, ces secrets-là, ben, mince, je suis en train de perdre le nom. Ce peuple à Constantinople, donc avec Zoé Porphyrogénète et sa sœur, avec Alexis Comène, Michel IV, tout ça c'est au même moment. Ils ont par le biais de cette famille, bonjour Fabien, ils ont par le biais de cette famille contacté Robert le Magnifique pour qu'il vienne sauver, récupérer les objets, parce que justement, il y a une menace ottomane. Les Ottomans menacent d'envahir les Byzantins. Voilà, j'étais en train de chercher les Byzantins. Et donc, ils font appel à Robert le Magnifique en particulier. Robert le Magnifique va donc à Jérusalem, à Constantinople, pardon. Il va dans ces contrées-là, il va à Jérusalem, il va à Constantinople, et le but, c'est donc de ramener ces objets. Le hic, c'est qu'il n'arrive pas à repartir de Nicée. Nicée, du concile du même nom, connu pour être l'un des moments où a été réécrite la Bible par Constantin Ier. Constantin, justement. Hein, c'est pour ça que Constantin Ier à Constantinople. Robert le Magnifique n'arrive pas à repartir. Avec les bateaux, il y a un souci, donc il reste plus ou moins ancré dans la région. Mais il arrive à transmettre à ses descendants, justement, qu'il y a bien les objets, qu'il faut les ramener, etc., etc. Alors, de mémoire, Robert le Magnifique, c'est 1066, et vous comprenez bien pourquoi après, donc, après avoir transmis tout ça, il revient, il transmet quand même quelques secrets, et vous pourrez noter que la construction de certains gros châteaux, comme à Falaise, ou de grosses églises, de grosses abbayes, date à peu près de ces moments-là. Et d'ailleurs, l'émission d'hier sur la carte au trésor, oui, que j'ai regardé, parce que c'est le maritime, où on voit la grande ours qui représente, là, qui dessine, dont les étoiles sont symbolisées par des abbayes. Pour ceux qui ont vu, vous voyez ce que ça donne. C'est en fait directement lié à ce que je vous dis ce matin. Ils avaient des secrets, ils ont déjà ramené des secrets, puisque les abbayes sont implantées suivant la grande ours. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas noté, que le Christ, Jules César et le Christ, enfin Jules César, avant que Marie n'accouche, construisait déjà en Gaule, et il a disséminé des tours rondes suivant un trajet grand ours. Je vous mettrai un plan où il apparaît ce trajet, avec des villes réputées médiévales, mais surtout romaines. Alors, parenthèse pour Fabien, on n'est pas dans le sujet, mais oui, effectivement, les volcans, bien sûr. Donc, il y a le chemin de la Grande Ourse, Robert le Magnifique, Guillaume le Conquérant. Tout ça, c'est l'époque où commence à se construire, et notamment en Normandie, les premiers gros bâtiments, donc abbayes ou châteaux. Parce qu'après cet épisode, il y a donc le déclenchement des croisades, mais avant que ça se déclenche, en 1095, il faut aussi savoir que Robert le Magnifique, regardez dans son historique, dans sa biographie, Robert le Magnifique se convertit à un moment donné. Il fait tout pour l'Église parce qu'il a eu à ce moment-là la connaissance. Et cette connaissance qu'il transmet, donc tout est fait après pour aller la chercher et la protéger. C'est d'ailleurs le moment où sont séparées l'Église catholique orientale, l'Église catholique occidentale. L'Église catholique occidentale reprend les objets sacrés qui n'ont plus rien à voir avec l'oriental. Bonjour Brahim. Donc il y a... Donc voilà, je suis en train de perdre le fil. Hein. Me reconcentre. Donc,
Robert le Magnifique, Guillaume le Conquérant. Ensuite, il y a donc décision d'aller en croisade pour récupérer ces objets qui se trouvent donc cette fois-ci à Jérusalem. À Jérusalem, parce qu'a priori, les Juifs les ont récupérés justement de Robert le Magnifique. Ils l'ont arrêté, ils l'ont empêché de repartir et ils ont pris ce que Robert le Magnifique devait ramener pour le mettre à Jérusalem. Donc après, vous avez l'organisation, parce que Robert le Magnifique est proche du pape, du coup, mais les papes suivants vont faire les choses parce que ceux de ce moment-là sont trop feignants. Ils sont dans la luxure, ils sont dans le profit du moment présent. Salut, Brahim. Donc, les croisades, ça commence par 1086-1087, moment où Urbain II et son prédécesseur, je ne sais plus lequel, font réécrire tout un tas de Bibles. Dans les sous-sols, quand on accédera, il y a plein d'endroits où vous aurez des Bibles datées de 1087. Pourquoi 1087? Parce qu'en fait, ils préparent donc la croisade. Mais pour préparer les croisades, il faut convaincre les gens, il faut leur expliquer ce qui se passe. Donc, ils réécrivent le pape Urbain II. Donc, ils réécrivent la Bible, ils la recopient, ils en font des copies qui sont probablement d'ailleurs quelque peu déformées pour encourager les gens à aller en croisade, pour encourager les seigneurs à lever des armées, ou tout du moins des troupes, et à confier quelque part, à confier un peu plus tard les bâtiments comme les moulins, les fermes, enfin tout ce qu'il peut y avoir de bâtiments assez gros, et les premiers châteaux, les confier donc aux Templiers civils. On va y venir aux Templiers civils et militaires. Et surtout, 1088, en fait 1088, ici, là, pas très loin, donc à moins de 15 bornes, est signée une convention de croisade, on va dire. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça, est-ce que c'est une charte de croisade ou une convention ou un décret, je ne pense pas, parce que ça a été déclenché par Urbain II. Et donc le 4 mai 1088 est signée cette convention dans des sous-sols d'une ferme qui n'est pas très loin d'ici, une ferme fortifiée, avec des sous-sols garnis, on va dire ça comme ça. Et donc le 4 mai 88, ce qui fait que dans la foulée, puisque ça a été signé entre des seigneurs, entre des princes ou des comtes ou des ducs des régions aux alentours, ça va jusqu'en Bourgogne. Hein. On comprend d'ailleurs pourquoi Bourgogne, Champagne et même plus haut, même plus au nord, même plus à l'ouest. Il y a plusieurs régions, d'avoir de mémoire, il y en a 7, 7 signataires qui vont donc utiliser les Bibles qui viennent d'être écrites pour les dispatcher, pour lever des troupes. 4 mai 1088, signature des croisades. Le temps de dispatcher tout ça, de lever les armées, d'organiser, et vous savez donc, en 1095, première croisade. Enfin, première croisade digne de ce nom, signée, organisée. Alors, sachez que cette croisade, cette signature en 1088, elle a lieu, y assiste en particulier un certain Thibaut III, je crois que c'est Thibaut III qui y assiste, qui connaît un certain Hugues de Payens, mais Hugues de Payens Ier. Parce que là, c'est une info importante. Voilà, collecter aussi les fonds, Francine, c'est ça? C'est une info importante, c'est qu'il y a 2 Hugues de Payens. Hein. Il y a le père, donc qui signe, qui est là pendant la signature, puisqu'il accompagne Thibaut III. Et ce papa, qui a à ce moment-là 20 ou 21 ans, va aller aussi en croisade en 1095, mais va décéder en 1096. Et son fils, Hugues de Payens II, étant pupille, étant soutien de famille, mais ayant moins de 18 ans, étant mineur, ou moins de 16 d'ailleurs, en tout cas il est mineur, il est soutien de famille, donc il n'a pas le droit, enfin il reste auprès de sa famille. Mais quand le père va décéder, quand il apprendra que le père va décéder, il décidera lui aussi d'aller en croisade à la place de son père. D'où la création d'une troupe un peu à part qui s'appelle les Templiers, parce que justement, l'idée c'était d'aller en quelque sorte aussi venger son père et mériter ce qui avait été fait, honorer ce qui avait été engagé. Donc
de Payen 1er, Hugues de Payen 2. Pour les dates, regardez mes posts ou les bouquins ou les prochains bouquins. Je n'ai pas tout imprimé, je n'ai pas eu beaucoup de temps ce matin. Donc, suite à cette croisade, il y a pas mal. Donc, le Hugues de Payen Ier n'en reviendra pas, ou en tout cas les pieds devant. Et par contre, évidemment, ils n'auront pas tout de suite non plus accès au secret, puisqu'il faudra attendre 1128 que ces fameux Templiers aillent en Terre Sainte, enfin sainte pas tant que ça au final, pour arriver à les récupérer et les ramener en France en 1129. D'où le Concile de Troyes et l'officialisation des Templiers, puisqu'ils avaient réussi leur mission. Mais cette mission, elle n'est pas si claire que ça. Elle a été voulue surtout pour l'Église, pour garder et s'accaparer les secrets. Sachant que si les secrets étaient éventés, tout le monde aurait su que l'Église était basée sur du sable, à savoir qu'il y avait un jumeau au Christ, et donc que le catholicisme n'avait pas de raison d'exister, ou en tout cas était un tissu de mensonges, ce que les cathares avaient compris. Mais cathares ou pas, les Templiers devaient toutefois ramener les secrets à Arcadie, et Arcadie, je suis désolé pour les sudistes, mais c'est pas du tout dans le sud. Ou si, à la limite, mais c'est dans le sud de l'île, quoi. Enfin, c'est dans le sud du nord. Mais c'est largement au nord du sud. Hein, c'est à l'est de Paris, légèrement sur une horizontale, légèrement au sud, mais pas beaucoup. Donc c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Bonjour Jean-Michel. Hein, donc les secrets ont été ramenés en 1129, Concile de Troyes, officialisation et compagnie. Mais Hugues de Payen II, le jeune, se rendant compte que c'est une supercherie, lui et d'autres veulent éventer ce secret, mais il est assassiné. Il va être assassiné justement pour pas dire ce qu'il y a à dire. Et en l'occurrence, il va être assassiné par le fameux saint, lui aussi, Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, il faut protéger les secrets de l'Église. Il faut la faire vivre, l'Église, sinon tout s'écroule. Donc Hugues de Payen n'a pas le temps d'en parler. Il n'a pas le temps d'en parler. Sa sœur, Audeline de Payen, qui avait été nommée scripte d'Arcadie, c'est-à-dire là où les Bibles ont été recopiées en grande partie. Bonjour Kevin. Audeline de Payen finit par être chassée aussi parce qu'elle comprend que son frère a été assassiné, empoisonné, et elle finit par être assassinée aussi en essayant de se sauver dans le village en question. Un bosquet d'ailleurs bien particulier, un endroit qui est justement là où elle a été assassinée. Hein, donc sachant que voilà, Audeline de Payen, elle aura quand même une descendance, et figurez-vous que bien plus tard, dans sa descendance figure un certain abbé Cochon. L'abbé Cochon est un descendant de Audeline de Payen. Salut Marie. Bien, donc les secrets sont ramenés. En 1129, Hugues de Payen est assassiné. N'empêche que les Templiers existent. Et pour revenir aux croisades, pour ceux qui aiment les illustrations médiévales, les illustrations templières avec une armée de Templiers en cape blanche et rouge qui vont au front, sans déconner quoi. Sans déconner. Vous mettriez une cape blanche avec une croix rouge pour le combat, à part les chefs, on va dire, les généraux, les commandeurs, ok. Mais toute la troupe, franchement, c'est pas que des Templiers qui vont se battre, c'est des individus lambda. Les Templiers ne se montrent que comme chefs. Je ne sais pas, Brahim, pourquoi il y a deux vidéos en même temps, je ne sais pas. Donc, il y a tous ces fantasmes qui tournent autour. Il faut savoir que les Templiers, je dirais, ce sont les précurseurs, en quelque sorte, d'une république ou d'une démocratie, en ce sens qu'ils avaient une armée, les croisés, en tenue à l'extérieur, pour les commandeurs au moins, et des civils qui, eux, n'étaient pas en tenue blanche et rouge, mais qui étaient en tenue dans les sous-sols. Ça, le capitulaire, en fait, il faisait le point, en quelque sorte, des réunions conseil général et conseil général, des réunions ou de préfets ou de je ne sais quoi, des conseils municipaux, si on veut. Enfin,
dans cet état d'esprit, dans les salles capitulaires pour faire le point sur tous les 15 jours ou tous les mois, et ça n'était absolument pas pour prier. Mais des moines soldats, non mais sans déconner. C'est comme si on disait des moines ivrognes, enfin encore que ça pourrait exister, et que ça existe sûrement, mais des moines soldats, non. Les Templiers, il y a des civils et il y a des militaires. Les civils, donc, ce sont je dirais, les patrons des abbayes, les patrons des moulins, le patron de tout ce qui était bâtiment qui faisait vivre le peuple. C'était des directeurs ou des présidents d'associations ou des directeurs d'entreprises, des civils. Et de l'autre côté, donc, au combat, les Templiers donc militaires, ce qu'on appelait les croisés. Alors, certes, il y a sûrement des historiens dont les poils doivent se hérisser. J'en connais un à qui j'avais soumis tout ça, qui a évidemment répondu n'importe quoi, qui a conseillé des livres qui expliquaient autrement. Mais son seul tort d'ailleurs à cet historien, c'est d'être croyant et pratiquant, et donc d'avoir été interloqué et de ne pas avoir répondu à ma simple question. Comment réagissez-vous si on vous dit que la vérité n'appartiendra ni aux historiens ni aux archéologues, mais aux tout petits? Ça, c'est l'Église qui le dit. Et lui, il est historien et pratiquant catholique. Donc, on est emmerdé. Hein. Il est emmerdé. Il n'a pas pu répondre. Hein. Donc, civils et militaires, les croisés. Parce qu'il fallait faire tourner la boutique. Je vous rappelle qu'en France, à cette époque, c'est réparti en comtés, en duchés, et le royaume français n'est rien. La royauté n'est rien. Elle est absolument rien. Alors, c'est sûr qu'après, donc les Templiers font leurs échanges commerciaux, créent l'assignat, donc l'ancêtre du chèque. Il n'y avait pas forcément d'agio, hein, mais ça évitait de transporter de l'argent. Il y en a partout, de toute façon, de l'argent, puisqu'ils le stockaient là où les Romains avaient stocké l'or, donc dans les salles capitulaires, notamment des fermes fortifiées au cœur des villages anciens, dans le bourg, ce qu'on appelle le bourg, tous ces magnifiques villages qu'on voit tout en pierre, qui sont très peu élargis. Vous avez une ferme fortifiée qui est à côté de l'église. Cette ferme fortifiée, c'est là que se trouvait la première construction romaine, à côté du temple. Et ensuite, ça tourne autour. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que je disais hier sur la pyramide. Les pyramides se sont construites en partant du milieu, et non pas de l'extérieur, du milieu, pour préserver toujours l'axe. De la même façon, ces villages romains, puisque César avait les secrets de l'Arche d'Alliance aussi après les Égyptiens, de la même façon, donc les villages romains, petit à petit, ça s'écarte, ça s'élargissait. C'est ce qu'on fait nous aussi avec une ville. Les réflexes sont les mêmes, puisqu'ils sont naturels. Enfin, ils sont justement réflexes, donc c'est naturel, c'est inné. C'est pas de l'apprentissage, là, c'est vraiment de l'innéité. Hein. Bon, donc, le médiéval, les croisés, les civils templiers. Vous avez donc les premières, et au moment où j'allais reparler de la Normandie, voilà Nathalie qui arrive, au moment, donc, au début, c'est plutôt en Normandie, les premières abbayes et compagnies. Donc, je répète que si vous ne l'avez pas vu, regardez cette émission qui était d'ailleurs assez géniale hier sur la Seine-Maritime et notamment les abbayes dont Saint-Vendry et Jumièges, Vendry et Jumièges, notamment, qui sont des magnifiques, mais elles sont dans les premières, avec le château de Falaise de Guillaume le Conquérant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à avoir connaissance par l'arche de certains secrets de construction, entre les arcs gothiques et un certain nombre d'autres, et surtout un certain nombre de lieux propices à la construction. Parce que ce n'est pas seulement la construction qui est importante en matière d'architecture et en matière de poussée, de contre-poussée ou d'effort sur la pierre. Ce qui est important, c'était l'endroit où les dispatcher. L'endroit, et ces endroits sont répertoriés puisqu'ils correspondent à des constellations. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce système d'implantation des abbayes est un système lié aux constellations. Hein. J'ai déjà fait passer des plans, Château-Thierry, qui est à 20 bandes d'ici, où on pourrait le faire dans d'autres régions, où en fait c'est un tracé de 8 constellations du ciel que l'on a depuis des milliers d'années. Et c'est ça qu'il y a dans la connaissance, dans l'Arche d'Alliance entre autres. Qu'ils ont su en premier les Normands parce qu'ils étaient de famille avec les Byzantins.
par Robert le Magnifique notamment. Et j'ai plus le prénom de la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, mais c'était proche de la famille des futurs tsars de Russie. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à décrypter. Enfin, j'essaie de prendre les étapes principales. Qu'il y ait eu après d'autres croisades, ok? Parce que tout simplement, pourquoi il y en a eu d'ailleurs? Parce que les objets sacrés qui ont été ramenés, ils se sont aperçus que tout n'était pas là. Donc à chaque fois, le but c'était de ramener ce qui restait. Et vous pouvez constater d'ailleurs, et c'est pour ça que Saint-Louis s'est appelé Saint-Louis, que soi-disant il était dévoué. Oui, il était dévoué, c'est l'un des plus dévoués, l'un des plus fiables. Mais Saint-Louis, s'il y est allé 2 fois, c'est parce que justement, il a fallu une deuxième fois pour ramener un des 2 derniers objets qui restaient et qui avait été emprunté par Baudouin Ier, soit pour sa sécurité, soit juste pour le plaisir. Et il a fallu aller rechercher les 2 derniers objets. Donc, il y a un voyage de Saint-Louis qui a permis ça. Et d'ailleurs, il a payé très cher les 2 derniers objets, sachant qu'il y avait un des 2 qui était factice. Mais il a quand même pu récupérer et revenir avec. Il ne payait pas mort, comme on dit, machin, ça c'est n'importe quoi, puisque tous les rois de France sont morts, leur corps est resté intact. Les reliques, ça me donne l'occasion de parler des reliques. Les reliques, c'est du pipeau de première. Il n'y a pas un roi qui a été décortiqué en morceaux de doigts et tout ça. La descendance christique, elle est protégée. Il n'y a pas un roi qui a été jeté dans la chaux par les, mais ça on en parlera plus tard, par les révolutionnaires. C'est faux. Bon, donc bref, les croisades, parce que je vois que tu retournes quand même, si je m'emballe, on va faire 2 heures. Donc les croisades, ça a servi à ramener les objets sacrés, avec 3 troupes différentes, hein, dont une partait du monde Qatar, une partait de Champagne, une d'Allemagne. Et vous avez un Richard Cœur de Lion aussi qui a participé à tout ça. Ce Richard Cœur de Lion, dont le corps, ils affirment que c'est lui d'ailleurs qu'ils ont trouvé du côté de Shockborough ou en Angleterre, alors que c'est le corps de Jacques de Molay. Celui de Richard Cœur de Lion, il est sous le parvis de la cathédrale de Rouen. Puisque, donc, pour aller jusqu'à Jacques de Molay, vite fait quand même en 5 minutes, pour aller jusqu'à Jacques de Molay et la fin des Templiers, il y avait une jalousie énorme de la royauté, de la monarchie française sur les comtés, notamment celui de Champagne, puisqu'il savait très bien où étaient les secrets, le roi. Le pape lui avait dit. Parce que qui a orchestré la manœuvre? C'est la papauté, qui a orchestré la manœuvre pour que les Templiers leur ramènent les objets, alors que ces objets ne leur appartiennent pas. C'est surtout pour les confisquer, puisqu'il y a des secrets qu'il ne faut pas donner. Elle s'est servie de la royauté pour éliminer les Templiers, pour récupérer les objets qu'elle a redéplacés après. Et en s'arrangeant pour que Philippe le Bel épouse Jeanne de Navarre, héritière du comté de Champagne.